sommet extraordinaire à Accra, justement, a acté la fin des sanctions qui privaient le Mali d'une bonne partie de ses ressources depuis près de 7 mois. Oui, c'était depuis le 12 janvier 2022. Une décision prise par l'instance régionale qui a été diversement appréciée, peut-être un peu moins du côté de l'Hexagone où on s'attendait à ce que ces sanctions perdure afin de mettre à mal un pays qui de plus en plus se positionne en leader sur le continent africain. Aujourd'hui, justement, on revient justement sur cette décision de la CEDEAO, une décision qui, comme je le disais, a fait polémique du côté de l'instance suprême en France. Emmanuel Macron qui a réagi quelques jours plus tard à la décision de la CEDEAO de libérer le Mali de ses entraves qui mettaient à mal son économie. Cher monsieur, justement, la problématique est ainsi posée. Macron qui fustige la CEDEAO, du moins la décision de la CEDEAO, est-ce que l'instance a retrouvé ses lettres de noblesse? A-t-elle retrouvé son autonomie? Pour ouvrir le débat, je vous propose de revoir cette réaction assez polémique du président Emmanuel Macron qui parle justement de cette décision de la CEDEAO de lever les sanctions contre le Mali. Ensuite, pour ce qui est du cas du Mali, je pense que la décision que la CEDEAO a prise de reconnaître un putschiste militaire 6 mois après lui avoir refusé ce droit crée une mauvaise jurisprudence pour les Africains eux-mêmes. Je vous le dis en toute franchise, avec beaucoup d'amitié pour mes collègues africains. D'abord pour la CEDEAO elle-même, et ensuite par le précédent que cela crée chez beaucoup de voisins. Je pense que c'est une erreur. C'est leur décision, je la respecte. Alors, on vient de voir à l'instant la réaction d'Emmanuel Macron suite à la levée des sanctions de la CEDEAO. Un président visiblement déçu quand on sait qu'il avait promis d'accompagner justement la décision de la CEDEAO de sanctionner le Mali le 12 janvier dernier lorsqu'il occupait encore la présidence de l'Union européenne. Un président visiblement déçu. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette réaction? Oh, merci beaucoup pour cette première prise de parole. Moi, j'étais en train de suivre avec attention ce que M. Macron est en train de déclarer à Mondovision sur la levée des sanctions par la CEDEAO sur le Mali. Moi, j'ai fait deux lectures. Première lecture, c'est que M. Macron me donne l'impression de quelqu'un qui ne maîtrise pas la géopolitique. Honnêtement. Et deuxièmement, me donne l'impression de quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle le respect des relations diplomatiques entre les peuples. Et sans se rendre compte, il s'immisce dans les affaires africaines en tant que chef d'État d'un pays tiers, d'un pays français, d'un pays européen qui n'a rien à voir avec le continent africain, mais qui se permet de se prononcer comme si la France-Afrique, pour lui, tenait encore debout. Donc ça dit qu'il ne se rend pas compte qu'en le faisant, non seulement qu'il se ridiculise en fait, mais il montre aux Africains qui les suivent, aux Africains attentifs et conscients, que ces messieurs s'inscrivent dans la même dynamique de la France-Afrique, le précaré français, où il fallait avoir droit de regard sur tout. Et donc pour lui, il fallait que la CEDEAO maintienne ses sanctions sur le Mali. Ça c'est un point de vue qui justifie donc qu'il a été l'un des instigateurs, sinon le principal instigateur de ces sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. Voilà donc la déception de ces messieurs. Et apparemment, vous voyez la déception en réalité. Or, je disais que M. Macron ne comprend pas la géopolitique. M. Macron a l'impression que ce monde unipolaire qui existait en ces temps continue encore d'exister ou doit exister, c'est-à-dire le monde qui doit subir les dictats de l'Occident. C'est-à-dire l'Occident doit avoir un mot à dire sur toutes les situations dans le monde. Alors qu'en réalité, ils viennent comme des sapeurs-pompiers lorsqu'ils créent eux-mêmes des problèmes partout où ils vont. Ils sont allés créer des problèmes en Irak. Aujourd'hui, ce sont les multinationales occidentales qui se proposent de reconstruire l'Irak. Alors que ce sont eux le problème. Donc, vous voyez, ils sont dans une dynamique d'unipolarisation du monde qui repose sur 3 dimensions. La première dimension, c'est étudier les besoins. Pas les besoins de l'humanité, mais les besoins pour eux de se positionner dans la dynamique du contrôle des peuples. Deuxième dimension, c'est créer les problèmes. Quand vous créez les problèmes, vous poussez donc le peuple à un ouf, le peuple va crier aux solutions. Et troisième dynamique, vous apportez des solutions aux problèmes que vous-même vous avez créés. Donc M. Macron a l'impression que ce monde-là existe toujours. Bien évidemment, il ne voit pas la montée des dragons d'Asie,
Il ne voit pas qu'aujourd'hui la Chine est la première puissance économique du monde. Il ne voit pas aujourd'hui qu'aucun pays européen pris individuellement ne peut faire face contre la Russie et se plaît à donner des leçons donc aux Africains. Pour cette première prise de parole, j'ai fait donc ces 3 analyses-là. Premièrement, M. Macron veut nous dire qu'en réalité, ils ont le droit de regard sur tout ce qui se passe en Afrique. Ça, c'est d'un. Et je vous assure que vous ne verrez pas un pays africain ou un chef d'État africain se prononcer sur les problèmes d'un pays européen. Il serait qualifié de fou. À la rigueur, on lui collerait un coup d'État à la porte de sa capitale. Mais eux, ils se permettent quand même de se prononcer à Mondovision sur les problèmes qui ne les regardent pas. Donc, ce monsieur, pour lui, l'Afrique est une chasse gardée. L'Afrique, c'est leur terroir et ils doivent suivre et imposer les rythmes sur le fonctionnement des États. Et donc ça, c'est une aberration. Et c'est cette aberration-là qui nous pousse aujourd'hui à dire à M. Macron, je pense qu'avec cette attitude, M. Macron, vous serez mal accueilli en Afrique. Partout où vous allez mettre le pied, vous allez être mal accueilli parce que la CEDEAO aujourd'hui, nous ne pensons pas que la CEDEAO c'est des douaniers. La CEDEAO a fait des analyses. Alors, on va revenir. Hein, la question, justement, c'est la problématique de ce matin. C'était justement pour la réaction à chaud après cette prise de parole d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Rim. Moi, je pense que la CEDEAO aujourd'hui, on ne peut pas dire que la CEDEAO c'est des douaniers. La CEDEAO, en connaissance des causes, la CEDEAO a constaté les effets, n'est-ce pas, rétors. Donc, je peux dire les effets pervers des sanctions imposées au Mali sur toute la région, a conclu qu'il fallait lever ces sanctions parce que ça n'a profité à aucun pays de la région. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres a donné un coup terrible à l'économie de la région. Il y a eu un manque à gagner énorme, non pas seulement pour le Mali, mais pour tous les pays qui exportent les denrées alimentaires et qui échangent sur le plan économique avec les Mali. Donc, on va revenir, docteur Prince Bénécris. Merci. Très bien. Si je vous laisse, on va finir le débat là en quelques minutes. Alors, on va peut-être élargir. On sait que la CEDEAO lève les sanctions au Mali, les sanctions contre le Mali le 3 juillet. Ces sanctions étaient imposées depuis le 12 janvier. Des sanctions qui découlaient justement de la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta le 21 mai. Alors, quand on essaye d'analyser la CEDEAO, dont les missions justement sont de préserver la stabilité du territoire en préservant justement les institutions, n'était-elle pas dans son bon droit de sanctionner le Mali, puisque là, il y avait une rupture de droit constitutionnel? Votre question est assez pertinente parce qu'elle pose un problème relatif à la légitimité même de cette organisation. Et pour déjà essayer d'explorer les aspects de cette légitimité, il y a une obligation d'établir une corrélation entre ce que vient de déclarer M. Emmanuel Macron et l'existence même, ou je veux dire le fonctionnement actuel de la CEDEAO. Et là, mon cher Rim, vous donnez l'occasion, je dis bien donner l'occasion, pas de façon à vouloir créer problème, à cette oligarchie diplomatique de l'Occident et leurs affidés à nous traiter de petits haineux, de petits aboyeurs, parce que nous n'allons pas, aussi longtemps que faire se peut, que les dirigeants occidentaux doivent se considérer comme les maîtres du monde et les autres des esclaves, doivent se considérer comme le centre du monde et les autres les périphéries. Nous allons aboyer, quitte à assumer cette qualification. Et lorsque je l'ai dit, mon cher Rim, CEDEAO, Macron réprobateur, permettez-moi de me poser cette question. Monsieur Macron serait-il déjà malien? Serait-il ghanéen? Serait-il ivoirien? Mais regardez avec quelle condescendance, regardez avec quel paternalisme M. Macron s'adresse ou aborde un sujet qui est lié à la souveraineté d'une organisation. Mais mon prédécesseur l'a si bien dit, auront-ils la mémoire courte, ces donneurs de leçons? Ne maîtrisent-ils pas le b.a.-ba du droit international, de la diplomatie? Ce qui s'enseigne dans les universités, mais c'est le contraire de ce qu'ils mettent en pratique au quotidien. Est-ce que M. Macron devrait se permettre de déclarer de façon ouverte, de façon violente, que la CEDEAO a reconnu un militaire putschiste 6 mois après avoir renié cette reconnaissance? Mais c'est gravissime. Alors, lorsqu'on l'a dit,
il faudrait déjà comprendre simplement que la CEDEAO, c'est en quelque sorte l'arbre qui cache la forêt. Cette organisation, au fond, n'existe pas. C'est l'antichambre de ce réseau FOCA, de ce système mafieux international qui consiste toujours à vouloir avoir la main mise sur les affaires de l'Afrique. Mais malheureusement, pour cette génération occidentale qui n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que Jacques Chirac n'avait pas tort de rappeler que l'Afrique est en train de faire son bonhomme de chemin. Les Africains sont progressivement en train de comprendre qu'il est extrêmement important de sauvegarder les intérêts de l'Afrique dans cette jungle internationale. Je dis bien jungle. Ça témoigne à suffisance cette contradiction que vous avez voulu souligner en me posant cette question. Parce que la CEDEAO, aux premières heures, à l'orée de ce que je pourrais appeler cette crise malienne, il y a eu une levée des boucliers. Les gens sont montés au créneau, le top management de la CEDEAO, pour crier sur tout le toit du monde. Et il va falloir sanctionner le Mali, il faut écraser le pouvoir de Bamako, affaiblir le très patriote colonel Assimi Goïta. Mais curieusement, comme vous l'avez si bien dit, quelques temps après, il y a eu un rétropédalage. Mais ce rétropédalage, c'est aussi une leçon que ce top management envoie à Macron pour dire que oui, ils sont des valets, ils sont des labins, ils sont des marionnettes de Paris, de Londres, mais face à eux se trouve un peuple aujourd'hui qui est éveillé. Face à eux se trouve un peuple aujourd'hui qui ne pourrait plus continuer à supporter que les ports de l'Afrique, que les richesses d'Afrique profitent à des individus qui sont à des milliers et des milliers de kilomètres qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Pour sortir de cette question, je vais simplement dire que l'attitude de rétropédalage de la CEDEAO, c'est l'expression d'une maturation de la conscience politique africaine. Et c'est le travail que vous abattez au quotidien. Parce que autant Macron nous suit, peut-être avec son réseau international pour nous censurer, autant certains dirigeants africains nous suivent pour comprendre. Mais comment se fait-il qu'ils doivent véritablement tuer leurs frères, tuer leurs voisins pour la survie d'un étranger qui est extrêmement à des kilomètres de notre terroir? Christelle Fanga, Omer Seda parle de rétropédalage. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait parler de rétropédalage si la CEDEAO est véritablement souveraine et a été dans la décision de lever les sanctions? Ne peut-on pas dire qu'elle a été tout aussi quand elle devait sanctionner le Mali? On sait que l'instance se vit depuis 1975, le Club des 15 a toujours fait l'unanimité. Est-ce que justement les textes qui canonisent l'institution, qui lui ont donné vie, ne s'appliquaient pas justement de tout leur poids lorsqu'il fallait sanctionner le Mali, qui sur le coup justement transigeait avec ces textes-là? Est-ce que la CEDEAO n'a toujours pas été souveraine, aussi bien dans les sanctions que dans la levée des sanctions? Alors, vous voulez qu'on parle de la CEDEAO? Puis parlons de la CEDEAO avec cette question précisément. Parlons de la CEDEAO avec cette question précise. Si elle est souveraine, je vous ai compris. Il faut que je précise. Si on la déclare souveraine lorsqu'elle lève les sanctions, est-ce qu'elle l'était moins lorsqu'elle a donné ces sanctions qui, somme toute, sont en accord avec ces textes? C'est la CEDEAO qui a décidé de sanctionner le Mali. Voilà. Le président en exercice de la CEDEAO s'appelle Emmanuel Macron. On va rester toute proportion gardée. Hein. Je vous dis que le président de la CEDEAO s'appelle Emmanuel Macron. Non, du tout pas. On sait qui est le président. Le président de l'Union africaine s'appelle Emmanuel Macron. Le président c'est Macky Sall, le président de la Côte d'Ivoire s'appelle Emmanuel Macron. C'est Alassane Ouattara. Le président du Ghana s'appelle Emmanuel Macron. Nana Akufo-Addo. Le président du Niger s'appelle Emmanuel Macron. Non, c'est... le président de la Guinée-Bissau s'appelle Emmanuel Macron. On peut passer toute la vie à faire ça, mais ce n'est pas les noms qu'on sert. Répondez à la question tout écoutez, simplement. vous parlez des sous-préfets ou bien vous parlez des présidents? On parle des personnes qui ont été élues par leur peuple. Non, je dis, monsieur Rim, vous parlez des présidents ou bien vous parlez des sous-préfets? Nous devons respecter le peuple qui a mis vous êtes journaliste, un fait, n'est-ce pas? Nous devons respecter le peuple qui a mis ces personnes au pouvoir. Monsieur Rim, un fait simple, vous êtes journaliste. Monsieur Macron est interpellé, n'est-ce pas? Je ne sais pas par qui. Il dit, je vais appeler. Qui? Nana Akufo-Addo. Je vais lui mettre la pression. Hein? On met la pression à qui? À son subalterne.
on ne met pas la pression à son supérieur ou bien à son égal. D'accord, il l'a dit, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il l'a fait? Mais écoutez, est-ce qu'il n'a pas annoncé à Mondio Vision que je vais appeler Nana Akufo-Addo pour voir la situation, pour mettre la pression? Bien sûr, on a reproché déjà au président ses prises de parole condescendantes, mais c'est dans les faits. Rentrons un peu en arrière dans les faits, encore. il a fait, on Quand on peut pas le savoir. vous l'appelez qui là? Roch Makabore était président du Burkina Faso. Macron à la télévision envoie une invitation malpolie aux dirigeants du G5 Sahel. Après le sommet de l'OTAN, il a dit, j'ai convoqué les chefs d'État du G5 Sahel de venir me dire pourquoi le sentiment anti-français. Alors, c'est un comportement de quoi? C'est un comportement de président sur ses administrés. En fait, le président Emmanuel Macron se comporte comme le super président de ces colonies, de ces anciennes colonies, si on est même sorti de l'ornière. Et il insiste, et il impose, et il dit ce qu'il veut. Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO dont vous parlez n'existe plus. La CEDEAO qui prend les décisions n'existe plus. Parce que soyons sérieux. Est-ce que vous savez qu'il y a une décision de justice de la Cour de l'UEMOA qui condamne cette décision contre le Mali? Est-ce que la CEDEAO l'a appliquée? Non. On peut poser une autre question. Si la CEDEAO n'existe plus, comme vous le dites, pourquoi est-ce que Macron s'offusque de ce qu'elle a pris cette décision? Mais c'est une stratégie. Ah bon? C'est un complot. La preuve en est. Et je l'avais averti. Que le Mali ne se contente pas parce qu'on a levé les sanctions. Il y a une autre stratégie derrière pour nuire au Mali. La preuve, on a arrêté 49 militaires ivoiriens. Pour qui partaient faire quoi? On mettait en place. En fait, on voulait faire dormir le peuple. La stratégie de la distraction, n'est-ce pas? L'art de la distraction. On vous distrait avec une décision politique et en bas-fond, on applique les décisions criminelles. Vous êtes revenu sur les mots condescendants, je vous l'accorde, d'Emmanuel Macron lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il parle des institutions régionales africaines ou bien des présidents. Ben, on a également vu à l'instant une sortie, toujours du président, qui dans cette prise de parole est quelque peu inquiet. Et on le sait, on le constate si on lit entre les lignes, qu'il n'est pas d'accord avec ces décisions. Est-ce que justement, en parlant de cette sortie, on ne peut pas dire que la CEDEAO est souveraine et partant l'a toujours été puisque c'est elle qui a donné les sanctions et c'est elle qui l'a enlevé? Pourquoi vous voulez béatifier la CEDEAO? Ce sont des éléments d'analyse. Non, je dis, pourquoi vous voulez donner un blanc-seing à la CEDEAO? On essaye de comprendre. Non, vous n'essayez pas de comprendre. Vous nous faites croire que parce que Macron a fustigé la décision, ça veut dire que ce n'est pas lui qui contrôle la CEDEAO. Non, c'est lui qui contrôle la CEDEAO. C'est un questionnement, ce n'est pas une affirmation, c'est un questionnement. C'est pour ça qu'on pose la question. Les interviews, les réactions sont des faits politiques pour un acteur politique comme celui-là. Nous savons que M. Macron a un agenda bien défini. Tout ce qu'il a fait, c'est lui qui a demandé qu'on lève les sanctions. Bah, ça, on n'est pas sûr. Hein, mais je vous dis, mais comment vous le savez? on est là justement pour débattre de ces sujets, non? Oui, pour apporter des éléments. Je le sais pourquoi. Parce que la stratégie était très bien huilée. Vous comprenez un peu? Il faut créer la distraction. La preuve en est, vous avez vu, pendant cette même période, qu'on lève les sanctions. À quelle fin devrait-il lever les sanctions contre... Pour simplement distraire le Mali. Pour distraire les Maliens de leur vigilance. Pour que Ouattara et ses mercenaires arrivent à assassiner Assimi Goïta. C'était tout. Parce que dès qu'on devait lever les sanctions, ça devait créer une émotion, ça devait créer une joie au Mali que non, alors que le Mali vivait déjà correctement sans sanctions. Parce que la vérité, c'est que ça soit la levée, que ça soit le maintien des sanctions, le Mali n'a que foutre. Bah si, de ces sanctions. On sait que la population malienne souffrait quand même de ces sanctions. Écoutez, le Sénégal a supplié pour avoir les moutons. Alors, les conditions... Non, attendez, on vous explique ce qui se passe dans la CEDEAO. Le Sénégal a supplié pour qu'ils puissent avoir les moutons pour la fête de la Tabaski. La Côte d'Ivoire a supplié pour avoir les moutons. Presque tous suppliaient le Mali. Le Sénégal était en panne. Vous savez que le port, on appelle le port de quoi là, au Sénégal, était déjà en panne. Vous avez quand même la Guinée-Conakry
en a profité, hein, parce que la Guinée-Conakry a Laisser ouvert. ses frontières ouvertes. Donc vous comprenez que ce que vous essayez de dire, c'est de faire donner raison que non, la CEDEAO avait raison de sanctionner le Mali et ces sanctions-là ont impacté sur... Non. Le plus grand problème, le plus grand défi de Macron, il a fait lever ces sanctions. Pourquoi? Parce que le Mali était dans l'option de faire sa monnaie. Donc il faut remettre le Mali dans la CEDEAO, parce que si le Mali quitte complètement la CEDEAO, alors là, la monnaie du Mali, le Mali cherche sa monnaie. Alors, on a vu... Non, il faut qu'on vous dise ce qu'il y a derrière cela. Ce qu'il faut dire... Donc ne suivez pas les déclarations mensongères de M. Emmanuel Macron. C'est une stratégie claire. Merci. On va rester poli. On peut dire ce qu'on pense tout en restant poli, justement. Mais je suis poli, très poli. Si on déclaration mensongère, c'est les politesses. Si on le reproche aux autres, on devrait nous-mêmes s'efforcer d'être ce qu'on veut que les autres soient. Je dis à Bénéclé, Christelle Panga, vous parlez bien la langue française, dit que les déclarations mensongères sont de l'impolitesse. Je reste avec vous, Christelle Panga, ne vous en faites pas, je suis avec vous. Oui. Alors, on a noté qu'avec les sanctions contre le Mali, le retour justement comme boomerang de ces sanctions a fait plus mal aux pays qui étaient en partenariat constant avec le Mali, notamment la Côte d'Ivoire que vous avez cité, et le Sénégal. Alors, est-ce que justement, n'est pas l'ensemble de ces choses qui ont poussé la CEDEAO, en toute souveraineté justement, de lever ces sanctions, adossé aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un fait que vous éludez peut-être, que la CEDEAO a posé des conditions pour la levée des sanctions, notamment l'établissement d'un calendrier électoral pour des élections au Mali. Ce qui a été fait, le président de la transition, Assimi Goïta, a produit ce document. Alors, on peut dire que l'élève a fait ce qui lui était, a amendé ce qui lui était reproché. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire ça comme ça aussi? Non, monsieur Rem, vous savez, je vous dis clairement ce qui se passe dans la CEDEAO. Emmanuel Macron a un agenda bien caché sur la CEDEAO. Aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe, Emmanuel Macron, son projet, c'est que l'écho doit passer. Il faut que le Mali ou bien la CEDEAO continue à être sur la coupole française. Et le Mali est un mauvais élève. Et on a essayé avec les sanctions, ça n'a pas marché. Le Mali se portait le plus mieux. Je dis bien, il faut qu'on le dise à tout qui veut l'entendre. Le Mali se portait mieux dans les sanctions que quand il était sans sanctions. Donc, la logique prise par l'État, parce que vous vous souvenez de la dernière conversation d'Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé dans leurs échanges téléphoniques. Il dit, mais il est en train de supplier, là, ils ne vont pas tenir 2 semaines. Il pensait que la Russie va lui donner l'argent, la Russie ne va rien lui donner. Vous comprenez un peu, la Russie, c'est 40e pays, quoi. Ils racontaient des choses comme ça, leur conversation. Qu'ils ne vont pas tenir, ils ne vont pas payer leurs fonctionnaires, ils ne vont pas faire ceci, ils ne vont pas faire. Et c'est cette imbécilisation-là qu'on nous fait croire que non, nous ne pouvons pas vivre sans la perfusion de FMI, nous ne pouvons pas vivre sans l'aide internationale, nous ne pouvons pas nous développer sans que les acteurs internationaux ne soient autour de nous. Non, c'est faux. Le Mali s'est bien porté pendant les sanctions jusqu'à maintenant. C'est eux qui ont commencé à supplier le Mali qu'il faut que le Mali reste dans la CEDEAO. Parce que l'option prise, si le Mali sort complètement, et c'est ce que je propose, que le Mali sorte complètement de la CEDEAO, parce que ce n'est pas une institution, c'est une institution bidon qui ne vaut absolument rien. Le vrai président de la CEDEAO s'appelle Emmanuel Macron. Et la preuve, elle est là. Il a appelé Nana Akufo-Addo, je vais mettre la pression. Il a appelé Ouattara, fais ceci. La preuve en est. Le même scénario se passe partout. Les réunions des anciens chefs d'État se passent au Burkina Faso. Les réunions des anciens chefs d'État se passent en Côte d'Ivoire. Qui l'a commandé? C'est pour faire un semblant d'unité. Et on lève les sanctions pour contenter les Maliens, pour vous dire que oui, vraiment on est en train de travailler pour votre cause. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en difficulté. Et il sait que l'option prise par le Mali, si on ne revenait pas, tout ça c'est le bavardage politique, et ne suivez pas cette déclaration, elle n'est pas vraie. C'est pour faire croire que non, il n'est pas en accord ou bien il n'influence pas sur les décisions de la CEDEAO. Non, c'est un faux type. Toute proportion gardée. Hein. Merci Christelle Fanga, toujours fidèle à lui-même. On va justement dire que nous sommes dans les éléments d'analyse et l'analyse se fait à froid.
C'est vrai, rien de grand ne s'est fait sans passion, mais souvent, il faut privilégier la raison aux émotions. Le sujet de ce matin, justement, CEDEAO, Macron réprobateur, l'instance a-t-elle retrouvé son autonomie? Vous pouvez nous donner votre avis en commentaire. On a un élément, justement, vidéo qui est passé tout à l'heure, où Macron, dans une sortie, reste quelque peu circonspect, si ce n'est déçu de cette décision. Et il dit, pour reprendre ses termes, je le cite, cette décision fera jurisprudence pour les autres pays. Alors la CEDEAO est une instance, qu'on le veuille ou pas, qui a des textes bien précis et les 15 pays membres qui l'ont ratifié sont soumis à ces textes-là. Est-ce que le Mali, justement, dans la décision prise le 12 janvier par la CEDEAO, n'était pas tombé sous le coup de ces textes, même si on sait que la révolution populaire a quelque peu soulagé les Maliens? Est-ce qu'au moins dans la forme, le Mali ne méritait pas ces sanctions-là? Mais, monsieur Rim, je pense que à écouter tous mes copanélistes et plonger dans votre question, je me mets dans une situation très complexe. D'autant plus que quand vous regardez, a priori, les sanctions de la CEDEAO n'étaient pas justifiées, sinon elles se seraient abattues sur les 3 pays où les coups d'État se sont déroulés comme au Mali, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Ce qui n'a pas été le cas. Les sanctions de la CEDEAO devraient s'abattre aussi sur la Côte d'Ivoire de Ouattara lorsqu'il a brigué un 3e mandat anticonstitutionnel. Mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, quelque part, on pouvait dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a une autre façon de traiter les autres. Lorsqu'ils sont dans les précarés français, il y a une autre mesure qu'on utilise pour traiter durement ceux qui s'écartent de ces jurons français et qui constituent de fait un mauvais exemple vis-à-vis de ceux qui croient être le maître de ce monde. Donc, ça c'est une première analyse. La deuxième analyse, c'est que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à les rétropédalages des pays occidentaux face aux sanctions imposées à la Russie, vous pouvez vous représenter ce qui se passe déjà au Mali avec la levée des sanctions d'une manière ou d'une autre, sans contredire ma première position. Je vais y revenir. Aujourd'hui, les pays occidentaux se sont rendus compte que, au fait, les premiers à souffrir des sanctions imposées à la Russie, ce sont les pays occidentaux. Et vous savez que ces gens n'ont pas honte. Ils sont montés au créneau pour plaider en faveur d'une diminution des sanctions imposées à la Russie. C'est-à-dire, ils sont montés c'est-à-dire, c'est un rétropédalage. Ils sont maintenant en train de demander qu'il y ait une levée d'une partie, une levée partielle des sanctions. Pourquoi? Parce que plus ils sont en train de sanctionner la Russie, plus ils sont en train de rendre les Russes plus riches. Les Russes sont en train de devenir de plus en plus riches. Vous savez qu'à cause des sanctions imposées à la Russie, qu'est-ce qui s'est passé? Les effets pervers de ces sanctions. Il y a eu récession de l'euro, le dollar est en mal, il y a eu aujourd'hui une crise économique, une crise alimentaire qui se profile à l'horizon. Déjà, l'Europe est frappée de plein pied par les effets pervers de cette crise. Donc, ils sont en train de demander maintenant qu'on essaie de lever une partie des sanctions afin de mieux négocier avec les Russes. Les Russes ont déjà fermé les robinets du gaz pour la livraison en Allemagne et dans certains autres pays. Non seulement qu'ils ont arrêté la livraison du blé, mais il y a d'autres échanges qui s'est passé. Il y a d'autres échanges. Par exemple, les échanges sur les informations stratégiques. Les échanges sur la technologie. Les échanges de haut niveau qu'on ne nous dit pas qui s'est passé entre les pays occidentaux, la Russie et la Chine. Aujourd'hui, c'est bloqué. Donc, il y a 2 mondes aujourd'hui. L'URSS, la Russie s'est entourée de l'Iran, de la Chine et d'autres pays comme la Corée du Nord. Ils sont en train de créer un bloc. Et imagine-toi, tous ces pays-là ont déjà la bombe atomique, à l'exception de l'Iran, mais qui enrichit déjà l'uranium, voyez-vous? Et qui ne compte pas arrêter son programme. Et qui ne veut même pas nucléaire. arrêter, il s'en fout des sanctions de l'Occident. Ils veulent à tout prix
aller vers le nucléaire. Donc ça cause un déséquilibre, un schisme dans l'unipolarité, dans l'ordre unipolaire du monde tel qu'imposé par l'Occident. Et c'est contre les intérêts des Occidentaux. Déjà, il y a la plupart des entreprises occidentales qui ont fermé leurs portes en Russie. C'est un manque à gagner. Il y a d'autres entreprises françaises qui ont refusé de fermer leurs portes en Russie parce que ça représente un grand manque à gagner. C'est une asphyxie économique. Ouais, une asphyxie économique. Donc quand nous retournons à la situation du Mali, il n'est pas exclu qu'il y ait une volonté machiavélique visant à contenter le Mali pour distraire les autorités de la transition afin de mener les coups d'État. Mais je vais quand même rester dans ma première posture. Ma première posture est la suivante. Vous pensez que la plupart des échanges qui se passent dans ces pays profitent en majorité à qui? Pas aux Africains, mais aux pays occidentaux. Bien sûr. Voyez-vous? Maintenant, avec ces sanctions imposées au Mali, qui a réduit de manière significative, sinon drastique, les échanges entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, ça constitue un danger pour le ravitaillement en produits de première nécessité vers l'Europe. Donc, les sanctions imposées au Mali ne profitent pas non plus aux Européens. Donc, je pense qu'il serait à leur intérêt, dans un monde qui restreint de plus en plus leur champ d'action, surtout avec les conflits russo-ukrainiens, je pense que les Occidentaux ont intérêt, quelque part, même s'ils ne le font pas savoir. Vous savez, la politique, c'est un monde bizarre. On peut vous crier en journée que nous sommes contre, mais en réalité, dans la maison, on est d'accord que ce soit levé. Mais seulement Macron ne veut pas accompagner cela pour que ça ne donne pas l'impression que c'est lui qui est à la manœuvre. Mais moi, je pense plutôt que c'est non seulement au profit des personnes, les sanctions imposées au Mali, parce que, écoutez bien les propos de Emmanuel Macron, il a qualifié Assimi Goïta de putschiste. Donc, il n'a pas ménagé les mots. Il a qualifié Assimi Goïta de putschiste. Il a qualifié la décision prise par les autorités de la CEDEAO d'une erreur stratégique eu égard au texte fondateur de cette communauté. Donc, quelque part, Macron est ambigu dans sa prise de position. Mais en vérité, c'est que, puisque vous avez coupé, n'est-ce pas, vous avez fermé les frontières aériennes, vous avez fermé les frontières terriennes, bon, dites-moi, ça profite à qui? Qui détiennent la majorité des compagnies aériennes en Afrique? Ce sont les Occidentaux. Si vous coupez les champs maliens, ça dit, qui est perdant? Ce sont ceux qui investissent en gros qui gagnent le gros. Et donc ce n'est pas ceux qui échangent le piment qui sont le plus grands perdants. Ce sont ceux qui exploitent l'espace aérien qui sont le plus gros perdants parce qu'il y a de gros intérêts en jeu. Mais quelque part, je n'exclus pas la possibilité de l'hypothèse de Fanga, selon laquelle il faudrait que les autorités maliennes ne s'en contentent pas du tout, qu'ils ne se distraient pas parce qu'ils peuvent utiliser les mêmes frontières fermées jadis pour pouvoir infiltrer le Mali et soumettre le Mali à un coup d'État ou alors à des attaques perpétuelles. Des éléments d'analyse qui nous permettent de comprendre la situation géopolitique en Afrique. Restez avec nous et vous l'êtes d'ailleurs sur notre page DBS TV. Monsieur Fanga a raison. La prise de parole de Macron est une farce. Il ne faut pas se laisser distraire. Il n'est pas idiot. À la longue, ses collaborateurs ont dû lui faire comprendre que ses prises de parole sur la CEDEAO avaient fait comprendre à tout le monde qu'il en est le patron. Maintenant, il joue la ruse. Il ne faut avoir aucune foi en Macron ou à la bande à Ouattara, ami de DBS, signé Ngongos Michel. Shabaka nous dit, au Togo, nous avons un régime de père au fils depuis 60 ans. On tue la population comme des moutons, mais la CEDEAO n'a jamais sanctionné. Justement, la CEDEAO qui revient au cœur de notre débat ce matin. Omer Seda, on a relevé quelques points d'incongruité dans le fonctionnement de cette instance, notamment son injustice et ses décisions iniques. 2 poids, 2 mesures. Il y a eu 3 révolutions de palais à coups de canon. Les sanctions se sont abattues de tout leur poids seulement sur le Mali. Est-ce que ce sont des éléments qui tendent à faire croire qu'en réalité, elle n'avait pas forcément les mains libres dans l'exercice de son pouvoir? Je crois, monsieur le journaliste, vous avez du génie. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est malade. Ce monde conduit par l'Occident. Il agonise même.
Et les mesures cosmétiques de recherche de guérison, telles que les sanctions, la paix, la sécurité, n'aident que, ou ne consistent qu'à aggraver la situation. Et l'alternative, ou l'une des meilleures alternatives qui reste, serait d'écouter ceux-là qu'on appelle aboyeurs, d'être lent en la colère et de comprendre que la construction d'un monde meilleur ne passe pas par le trafic d'influence. Et lorsque vous parlez de la CEDEAO, vous m'obligez à rentrer dans ma posture d'enseignant, de modeste pédagogue. Mais souvenez-vous, monsieur Rim, pour la maîtrise d'une salle de classe, l'enseignant se fixe ou fixe des règles, ce qu'on pourrait appeler le règlement de la salle de classe. Ce contrat disciplinaire entre les enseignants et l'enseignant. Mais qui voudrait, je prends là une image, si vous arrivez 15 minutes après le début des cours, 7h30, vous êtes puni. Alors, le premier Toto est arrivé. Toto, bon, chez nous, Toto est toujours cet élève récalcitrant. Toto arrive à 7h45, il est puni. Sévèrement puni. Mais selon après... le règlement en cours. Exactement. Après, à 8h, Mamadou arrive. Mamadou n'est pas puni. À 8h30, Ousmane arrive. C'est un choix hasardeux, hein, je n'ai aucun problème. Ousmane arrive et il est superbement protégé par l'enseignant. Mais dites-moi, quelle image renvoie cet enseignant? Le problème réel ne se situe pas au niveau des lois. Il se situe au niveau de l'application des lois. C'est clair. Mais lorsque la sanction est à tête chercheuse, elle ne peut que créer mécontentement. Vous avez parlé tantôt de ces situations antérieures à celle du Mali, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire plus ou moins, au Burkina Faso. Mais où sont passés ces donneurs de leçons? Où sont passés ceux qui ont cru faire croire à l'Afrique que du jour au lendemain, le premier coup d'État qui a eu lieu en Afrique est celui de Assimi Goïta? Mais dis donc, dites-moi un tout petit peu, Monsieur Rim, Monsieur Emmanuel Macron serait-il extrêmement incapable d'avoir des bribes de connaissances historiques pour se rappeler de ce que vous avez entendu parler de ce Français qui parcourait l'Afrique pour s'aimer des coups d'État par-ci par-là? Bob Denard. Bob Denard a-t-il la mémoire courte? Donc, quand nous le disons, ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est pour dire simplement que la CEDEAO, dans ce balbutiement, dans cette incongruité, traduit à suffisance sa fébrilité au niveau de la prise de décision. Fébrilité pour quelle raison? Parce que je m'oblige déjà à me rapprocher de Christelle Fanga pour dire que ce que nous voyons là, CEDEAO, par définition, comment est-ce qu'on l'appellerait? Communauté économique des États De l'Afrique de l'Ouest. D'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Mais quand vous voyez la structure de fonctionnement, de prise de décision, vous avez tendance à croire que les décisions viennent beaucoup plus de Paris que de Bamako. Qu'est-ce qui nous pousse à le croire? Oui, qu'est-ce qui nous pousse à le croire? C'est fondamentalement au niveau de cette implication de Emmanuel Macron, puisque c'est le cas. Hein, c'est Du le fait débat, de ses prises de parole? Exactement. Et c'est assez grave. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que Christelle Fanga nous dit de ne pas nous fier justement à ses prises de parole? Pourquoi ces deux poids, deux mesures, justement? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on devrait prendre en compte ces prises de parole, étant établi que c'est par là qu'il contrôle la CEDEAO, qu'il contrôlerait, et de l'autre côté, on ne devrait pas prendre en compte ces prises de parole en disant que c'est une méthode alambiquée et tentant de flouer l'opinion publique? Quelle est la jauge? Quels éléments, et ça tombe bien que vous soyez pédagogue, Moi, je vais répondre à cette question. De disserter, vous aurez votre question, Oui, vous bien permettre sûr. de disserter justement, de discerner où est-ce qu'il joue un rôle et où est-ce qu'il est sérieux. Comment discerne-t-on ça? Vous savez, votre question est extrêmement pertinente et vous êtes une tribune qui devrait être prise au sérieux, même par Paris. Et ça, ce n'est pas par flagornerie que C'est déjà le cas. Hein. Oui, il faudrait qu'ils s'asseyent et qu'ils prennent de bonnes notes, parce que quelquefois, ils prennent de mauvaises notes. Alors, monsieur Rim, peut-être ça va être confus de vous répondre, mais je dis, prenons un exemple. D'accord. Monsieur Macron est président de la France. Il parle de la CEDEAO. Il parle prétendument, ou il s'offusque de ce que la CEDEAO a reconnu, hein, la légitimité, entre guillemets, d'un président putschiste.
C'est en Afrique, nous sommes en Afrique. Mais j'aimerais bien savoir ou comprendre quelle serait la réaction de la classe politique occidentale si M. X africain se permettait de parler du fonctionnement de l'Union africaine avec la même condescendance. Mais c'est là le début du problème. De l'Union Ça, européenne. ça prouve à suffisance que les accords paternalistes que les Européens ont tissés, ils ne comprennent pas au jour d'aujourd'hui que le panafricanisme est un humanisme. Nous ne luttons pas pour développer un sentiment anti-français. Nous luttons pour rappeler que ce qui vaut pour Emmanuel Macron vaut pour M. Biya, vaut pour M. Obiangema Bazogo. Il est inadmissible que M. Macron, comme tout dirigeant européen, se permet de dire Assimi Goïta est un putschiste. Mais le cas inverse, c'est tout un tollé pour faire croire que l'Africain n'a pas un droit de regard. Pourquoi est-ce que sur les la Africains, politique. pourquoi est-ce que les présidents africains ne se le permettent pas aussi? Mais justement, les présidents africains ne se le permettent pas parce que nous avons nos traditions à nous, M. Rim. Ça va aller. Et il ne faudrait pas que nous oublions. Il ne faudrait pas que nous oublions que la sagesse africaine voudrait bien que l'homme ait un droit de réserve. Il n'est pas évident pour un Africain de s'adresser aux collègues présidents. Du moins, un chef ne s'adresse pas à un autre chef avec un tel ton. Et si un Donc, chef... vous dites que c'est pas galanterie et non par peur, c'est ça? C'est pas galanterie, non pas peur. Mais quelque part, même si ça peut faire l'objet d'un débat, il faudrait comprendre simplement que les sociétés étatiques africaines sont inféodées. C'est pour cette raison que il m'arrive souvent de dire, même si c'est pas anti-pédagogique, la capitale de la Côte d'Ivoire, je pourrais dire, c'est Paris. C'est pas par folie. C'est simplement pour dire, à tout moment, quand on voit cette mainmise de l'Occident, de Paris, sur les affaires internes des pays de l'Afrique de l'Ouest, on pourrait rejoindre facilement M. Fanga dans sa posture. Mais lorsque je l'ai évacué, et extrêmement important pour répondre de façon brève à votre question, disons simplement que la CEDEAO est l'expression manifeste même de cette incapacité des dirigeants africains à prendre en main leur propre destin. Ça veut simplement dire que pour prendre des décisions souveraines, parce que c'est de la souveraineté dont il est question aussi, l'autonomie, pour prendre certaines décisions souveraines, le top management de la CEDEAO se trouve obligé de braquer le regard vers Paris, simplement parce qu'il y a des accords tacites, des accords obscurs, qui ont permis à ces dirigeants de se retrouver à la tête de leurs États de façon peu orthodoxe. Et ils ne peuvent que servir les intérêts de leur maître, contrairement à ce que cela laisse croire dans leurs prérogatives, servir les intérêts de leur peuple. D'accord. C'est justement pour cette raison que nous répéterons les organisations régionales, les organisations plus ou moins économiques de nos États ne peuvent accéder à une véritable autonomie que si, même déjà au conseil d'administration, il faudrait que les fonctionnaires occidentaux, que ces fonctionnaires internationaux qui viennent beaucoup plus dans le rôle d'espions, qui viennent beaucoup plus dans le rôle de créer un trafic d'influence, comprennent que l'Afrique est un continent autonome. Les Africains ne sont pas véritablement ces hommes ou ces sous-hommes incapables d'entreprendre des politiques sociales de développement, incapables de prendre d'entreprendre des politiques économiques de développement. Encore que, lorsqu'on a parlé de ces sanctions, mais vous croyez forcément que nous n'avions pas notre système économique de développement social? Vous croyez peut-être que c'est en disant que embargo contre le Mali, encore que dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que l'embargo contre le Cuba a donné? Ça a fini par faire du Cuba l'un des pays les plus avancés sur le plan sanitaire, sur le plan... C'est pour rappeler à l'Occident, il ne faudrait pas tout mettre dans la violence. La violence ne résout pas les problèmes. Et ils sont les premiers à nous le dire. Il faudrait, face aux situations, si le peuple malien a choisi de dire, oui, nous voulons à la tête de notre État un putschiste, un militaire, un dictateur, mais Macron devait bien pouvoir s'abstenir de commenter une telle situation, mais il serait préférable pour lui de résoudre des problèmes qui entachent la Macronie. C'est de ça dont il est question.
Voilà de quoi il est question selon Omer Seda. On continue justement à analyser cette problématique. Aujourd'hui, on parle de l'instance CEDEAO. A-t-elle retrouvé son autonomie? Est-on en droit de s'imaginer une CEDEAO décidément souveraine? Le club des 15 serait-il devenu ou se serait-il laissé pousser un patriotisme exacerbé? En tout cas, on a la réaction de Macron intervenue après la levée des sanctions contre le Mali. Avant de vous prendre, Christelle Fangan, on évacue rapidement quelque chose avec vous, un point avec vous, docteur Béni-Chris. Prise de parole, c'est revenu plusieurs fois dans ce débat. Prise de parole considérée ici avec ruse, comme de la ruse pour certains analystes. Et de l'autre côté, considérée comme des choses, des éléments à prendre en considération. Alors, quels sont les éléments d'analyse pour discerner à quel moment est-ce que Macron joue la carte du sérieux et à quel moment il joue la carte de la ruse? Moi, je pense, en âme et conscience. Peut-être une précision, quand Emmanuel Macron appelle ou dit en vision qu'il appellera le président Nana Akufo-Addo pour lui donner des instructions, entre guillemets, est-ce qu'on devrait le prendre au sérieux? Si oui, est-ce qu'on devrait le prendre au sérieux aussi quand il dit, comme on l'a vu en début de cette émission, du moins quand il exprime son désarroi, pour ne pas parler de son courroux contre la décision de lever les sanctions? Moi, je pense en âme et conscience que Macron sait maintenant et pertinemment que les sanctions imposées au Mali auront un effet pervers sur les autres pays africains, dans deux sens. Premier sens, c'est le fait que tout pays, en Afrique ou ailleurs, qui s'écarte ou qui survit loin de l'aide internationale, qui survit loin du FMI, loin de la Banque mondiale, c'est un pays dangereux. Parce que l'un des leviers de la domination occidentale dans le monde, c'est l'endettement des peuples. L'une des sources qui renfloue les caisses des pays occidentaux, des banques occidentales, c'est les services de la dette. Si on revient un jour faire le débat sur les services de la dette, mais vous allez crier ce que ça rapporte aux pays occidentaux via leurs banques internationales. Donc, je pense en âme et conscience, et là je vous prends un cas de figure. Vous savez, lorsque il y a deux présidents en Afrique centrale qui ont vite été écartés parce qu'ils ont été des mauvais élèves vis-à-vis des institutions financières internationales. Je vous prends le premier, c'est le président Lissouba, au Congo-Brazzaville. Lorsqu'il arrive au pouvoir, M. Lissouba refuse, non, il ne refuse pas. M. Lissouba se voit imposer un embargo financier par les FMI et la Banque mondiale. Et puisque l'objectif était d'asphyxier les gouvernements de Lissouba afin qu'il capitule. Lissouba ne voulait pas rétrocéder le pétrole congolais. Lissouba voulait à tout prix renégocier le terme de l'exploitation du pétrole. Lissouba voulait à tout prix revisiter certains accords de coopération qui liaient le Congo avec la France et qui rétrocédaient une grande partie de richesses du Congo aux Français. Donc, quand ils ont vu toutes ces menaces-là, ils l'ont placé sous embargo. Mais vous savez, les effets revers de ça, c'est que pendant un an, Lissouba a réussi à payer les fonctionnaires congolais avec l'argent de la trésorerie de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute une année entière. Toute une année entière. Et c'était catastrophique pour la Banque mondiale, pour le FMI. C'était un mauvais exemple. C'est-à-dire que, pour une fois, on a montré aux Africains qu'avec l'argent de la douane, l'argent des impôts, vous pouvez payer vous-même vos fonctionnaires. Parce que vous savez que la majorité... C'est possible que les ressources locales pouvaient nourrir le pays. Je ne parle même pas encore de l'exploitation des ressources. Je vous parle seulement de la trésorerie, des impôts, de la douane. Ce qui rapporte le pays avec ses échanges extérieurs et intérieurs, ça peut permettre à un État responsable de payer ses fonctionnaires. Vous voyez, c'était un mauvais élève. Vous savez, dites-moi, savez-vous combien de pays africains dont les fonctionnaires de l'État sont payés par les FMI et la Banque mondiale? La liste pourrait vous étonner, y compris le Cameroun. C'est le FMI et la Banque mondiale qui paient les fonctionnaires de l'État. Et en contrepartie, l'État rétrocède des gisements miniers, des gisements pétroliers, des accords léonins pour exploiter le pays
à Mondovision, ce n'est pas que le Cameroun. Le Congo, la RDC, mon pays. Vous avez vu aujourd'hui, M. Tshisekedi Félix a rétrocédé pratiquement 30 blocs pétroliers. Alors qu'il y a chevauchement avec des espaces protégés. Vous voyez? C'est un sujet sur lequel on reviendra. Très bien. Donc, il y a beaucoup de pays en Afrique dont les fonctionnaires sont payés par le FMI et la Banque mondiale. Et pour une fois, lorsqu'un pays peut survivre à cette aide-là... Et l'idée, justement, entretenue par les Occidentaux, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ça. Exactement. Donc, voici donc les effets pervers des sanctions posées contre le Mali. Pour une fois, ils se sont rendus compte que le Mali est sur une bonne voie. Pourquoi? Premièrement, le Mali commence à reprendre... Vous savez que 2/3 du territoire malien était sous le contrôle djihadiste. Bien sûr. Et des autres forces militaires et internationales. Donc, pour une fois, pendant les sanctions, le Mali, l'armée malienne commence à monter en force. Mauvais indice. Puisque l'armée malienne monte en force, cela veut dire que le Mali va reprendre petit à petit le contrôle de son territoire. Et du coup, le Mali va découvrir partout où les Français exploitaient ces minéraux en toute illégalité. Troisièmement, beaucoup de vérités qui étaient cachées par l'occupation étrangère devraient être révélées à Mondovision, ce qui serait catastrophique pour l'image des Européens qui se veulent de donner des leçons en démocratie, etc. Et le peuple n'a jamais été aussi uni derrière l'instance gouvernementale. Voilà pourquoi nous n'appelons pas ça le putschisme. Au Mali, nous l'appelons la révolution Merci. populaire. Merci Et de me donner cette perche, oui. Donc, je suis là par vous donner un autre président qui a été assassiné lâchement pour avoir pris la même option. Le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, président autoproclamé bien sûr, puisqu'il a chassé Mobutu, il s'est autoproclamé lui-même, il n'a jamais été élu. Vous savez, ce monsieur pendant 3 ans était sous l'embargo. Il ne pouvait pas avoir les armes, il ne pouvait pas recevoir l'aide. Vous savez ce que monsieur Mouzé Laurent Désiré Kabila dit à Mondovision? Il a donné une interview, il dit: je pense que jusque-là, les Occidentaux ne comprennent pas que nous, on n'a pas besoin de leur aide. Et il l'a dit à Mondovision. Et il l'a dit lors d'une interview dans un magazine connu en Afrique, dont j'ai tais le nom parce qu'il ne fait pas la publicité. Il a dit: mais est-ce que les chefs d'État africains comprendront que nous n'avons pas besoin de l'aide occidentale? Parce qu'en réalité, c'est l'Occident qui a besoin de l'aide africaine. Ni aide économique, ni aide au développement, on n'en a que dalle. Parce qu'en réalité, ça constitue des goulots d'étranglement de nos économies. Et là, il a emboîté le pas à Thomas Sankara, qui a clairement démontré comment l'Occident enferme, ou pardon, rend esclaves les Africains par l'aide, la dette et tout, qui d'ailleurs ne bénéficie pas aux Africains, mais bénéficie à eux. Et donc pour la première fois, moi j'ai dit bravo à Assimi Goïta, bravo à la révolution populaire malienne, bravo aux autorités de la transition, parce que vous donnez l'exemple que tous les pays africains, aussi riches, nantis que nous sommes, nous pouvons nous passer de l'aide économique au développement, nous pouvons nous passer du FMI et de la Banque mondiale et vivre et survivre, faire tourner nos pays, faire fonctionner nos États à partir de notre propre richesse. En toute souveraineté. Merci, en docteur toute souveraineté. Bénicry, si ça me permet de vous relancer, Christelle Fanga, on a vu la montée en puissance du Mali sur la scène nationale, mais également internationale, avec l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta. Et dans la région également, on a vu des révolutions populaires qui ont porté à la tête des États des hommes forts, notamment la Guinée-Conakry qui a laissé ses portes ouvertes au Mali, même comme elle était sous sanction, et le Togo à côté justement qui a continué ses relations diplomatiques mais aussi commerciales avec le Mali. Est-ce que justement la montée de ces pays n'est pas en train d'émuler la reconquête du pouvoir d'une instance qui, comme on l'a dit, pourrait être pilotée d'ailleurs? Est-ce que justement on ne peut pas utiliser ou voir ces éléments d'analyse comme une sorte de reconquête de ce pouvoir qui malheureusement jusqu'ici n'était pas forcément détenu par le Club des 15? Alors, je voudrais vous dire une chose. Dans cette CEDEAO, il y a un pays qu'on appelle le Nigeria. Et vous savez que d'ailleurs, le siège de la Nigeria... CEDEAO, c'est Abuja. Mais je voudrais vous rappeler, parce que les gens pensent que quand on parle de la CEDEAO, on parle d'un petit espace, d'une petite organisation ou bien d'un petit truc. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigeria est la première puissance économique africaine. Mais dans tous les commentaires là que vous faites de la CEDEAO là, est-ce que vous avez déjà vu le Nigeria impliqué
véritablement dans cette discussion-là. Vous ne voyez pas le Nigeria, non? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que le Nigeria a déjà pris une position qui est claire. Depuis que le Wakron a été mis comme projet, vous savez ce qu'on appelle le Wakron. Le Wakron a été mis comme projet, le Nigeria a dit, niet, moi je n'entre pas dans cette histoire. On allait convaincre un pays anglo-saxon qu'on appelle le Ghana, avec M. Nana Akufo-Addo. Et pour arriver à le convaincre, on a d'abord créé une situation chaotique au Ghana. On a créé ce qu'on appelle le Togoland. Vous avez vu ces rebelles du Togoland qui ont fait des vidéos disant qu'ils vont faire la scission. Comme ça. Parce que Nana Akufo-Addo, lors d'un entretien avec Emmanuel Macron, a copieusement lavé Emmanuel Macron. Copieusement. Après ça, vous avez vu, tout s'est retourné et finalement, Nana Akufo-Addo est devenu le béni oui-oui d'Emmanuel Macron. Et c'est lui le président en exercice. Alors, vous dites beaucoup de choses. Les analyses, Christelle. Laissez-moi terminer, non? Oui, justement, c'est pour être édifiant sur le sujet. Mais je ne suis pas édifiant, là. Si, vous l'êtes, mais vous êtes très péremptoire sur certains points. Je dis bien. C'est des faits, non? C'est vérifiable, non? Béni, oui, il y a le béni, oui, oui, la preuve en est. Il a dit qu'il va appeler qui? Macron a dit qu'il va appeler qui? Vous n'avez pas la preuve de cet appel. Oh là là. C'est lors d'une interview comme M. Macron dit. Attendez. M. Macron dit après une interview en plein RFI France 24 à Mondial Vision. Je vais appeler Nana Akufo-Addo. Vous êtes journaliste. Le reste là ne m'intéresse plus s'il a appelé ou il n'a pas appelé. Mais il a dit. Ça devrait, ce sont les faits. Vous avez dit que vous êtes factuel et c'est bien parce que vous êtes journaliste, ce sont les faits. On n'a pas le relevé de cet appel, donc vous ne pouvez pas dire. Je dis bien, il a dit. Est-ce qu'il est encore venu dire qu'il n'a pas appelé? Si on répondait, est-ce que M. Macron est encore venu dire aux gens qui n'ont pas appelé? La preuve en est, des sanctions ont été prises. On a sanctionné le Mali. On a clos ce sujet. La question que je vous ai posée, c'est celle-ci. Et c'est une question pour avancer dans le débat. Oui. Est-ce que la prise ferme de position du Mali, qui sort justement de cet alliage centenaire d'un néocolonialisme exacerbé, est-ce que sa prise de position, sa montée en puissance, ne contamine pas un peu les voisins pour que la CEDEAO reprenne justement le pouvoir que vous dites avoir été volé par l'Occident? C'est ça la question justement. Est-ce qu'on n'est pas dans une reconquête de souveraineté grâce justement aux efforts des pays comme le Mali, la Guinée-Conakry et des autres pays justement qui en ont peut-être marre de cette mainmise occidentale? Je vous ai envoyé au Nigeria, pourquoi? On s'est perdu en route. Non, je vous ai envoyé au Nigeria parce que voilà un pays qui fait partie de la CEDEAO mais qui prend les décisions à part. Et donc la CEDEAO ne fait pas trop cas. Même dans leurs réunions. C'est pour dire que ce que la France fait, les manipulations là, c'est avec certains. Et les certains là, c'est eux qui veulent faire. Et on vous dit, on vous fait croire que le pays le plus important de la zone CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Que non. Mais c'est ce qu'on nous vend au quotidien, non? Que le pays le plus important de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est de la Côte d'Ivoire qu'on parle. Locomotive, tête de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO, de l'UEMOA et de machin et de ceci. Alors qu'il y a des pays comme le Nigeria, il y a le pays comme le Ghana, il y a les pays comme le Mali. Qu'on ne dit pas, qu'on n'en parle pas, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que la politique française a son siège au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont pour projet le Wakron. Maintenant, que le Mali, n'est-ce pas, a prouvé. Ne citez pas la Guinée-Conakry dedans. La Guinée-Conakry actuelle. Pour le fait, elle a quand même gardé ses... Non, écoutez, ça... On sait quand... On peut prendre ça en considération quand même? On prend en considération simplement parce que c'est le flair politique, n'est-ce pas? Un flair. On a eu un flair que si le Sénégal perd dans le transit, c'est-à-dire le dédouanement des marchandises qui doivent entrer au Mali, nous, le port vous appelez comment, le port de Conakry devient l'alternative. C'est ça. Mais justement, ils auraient pu ne pas prendre ces décisions. Ils auraient pu jouer le jeu de la France aussi. Si je vous dis une chose, c'est quoi? Il y a des décisions que nous prenons pas pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la survie de la nation, n'est-ce pas? Et c'est une opportunité pour la Guinée-Conakry à cette période-là de profiter de cette manne que le Sénégal a voulu jeter en brousse.
Vous voyez un peu? Via les sanctions. Donc, via les sanctions. Donc, ils ont récupéré. La preuve en est, malgré les sanctions, Air France allait négocier pour continuer à atterrir. Alors que Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal et tout le reste avaient arrêté. Donc, vous comprenez que la stratégie, alors que Air France, lui, là, allait continuer à négocier pour continuer à atterrir à Bamako. Est-ce que tous ces éléments-là, justement, ne font pas prendre conscience aux Africains que c'est... Mais c'est pour ça que nous sommes sur votre plateau, pour dire aux Africains que ne suivez pas le double jeu des gens. Vous comprenez un peu? Vous faites croire que non, comme on a sanctionné le Mali, le Mali va se porter mal. Benny Chris vous a pris des exemples concrets. Des chefs d'État qui ont pris des décisions importantes. Que ce soit Kabila, père de l'autre, et Lissouba, qui ont pris des décisions faisant croire que non, on peut diriger notre pays sans besoin d'aide. Et c'est ça le plus gros problème aujourd'hui dans notre continent. C'est d'assumer nos responsabilités sans attendre rien de l'Occident. D'accord. Et c'est ce que nous voulons dans cette CEDEAO. Mais cette CEDEAO a encore des gens qui ne veulent pas fonctionner selon les désirs des Africains. Ces gens-là sont qui? Nana Akufo-Addo, Ouattara, Bazoum et tous ces gens-là, Sissoko Ambalo et tous, je vais citer même Yadema et tous ces gens-là. Donc, la CEDEAO dont nous voulons, la CEDEAO des peuples continue à fonctionner. Ça, il faut le rappeler. La CEDEAO des peuples continue à fonctionner. D'ailleurs, il y a eu les marcheurs du Sénégal, Banako, Niger, Guinée-Conakry. Il y a eu des marcheurs, n'est-ce pas? Pour dire que aujourd'hui, la CEDEAO des peuples continue à fonctionner. Je rappelle et je continuerai à rappeler ceci. Monsieur Emmanuel Macron est actuellement le président de l'institution appelée CEDEAO. Non. Je dis bien l'institution. Non. Vous comprenez un peu? Non. Et non des peuples de la CEDEAO. Le problème, c'est simplement... jeu de mots, mais non. Ce n'est pas un jeu de mots, monsieur. Je suis très sérieux quand je le dis. Parce qu'il faut qu'on arrête de faire la comédie. Je ne suis pas un politicien pour venir faire les jeux politiques. Quand Macron prend des décisions, ou bien sort, quand Macron sort, il dit quelque chose, je le prends très au sérieux, n'est-ce pas? Très au sérieux, pourquoi? Parce que se trouvent deux choses. Mais vous le prenez au sérieux quand il... Mais je le prends très au sérieux. Mais vous dites que c'est rude. Je sais pourquoi je le prends au sérieux en cette déclaration, n'est-ce pas? C'est une façon de masquer, de faire croire qu'il se désolidarise des décisions de M. Nana Akufo-Addo et de Ouattara et des autres. Non, alors que c'est lui qui est derrière cette décision. C'est le jeu double, n'est-ce pas? Non, c'est lui qui est derrière. Parce que c'est lui qui est le patron de Ouattara. C'est lui qui est le patron de Nana Akufo-Addo. C'est lui le patron de Bazoum. Qui serait? Les faits nous aident justement à rester dans la légalité. Et justement, cette tribune nous permet de faire le réveil et l'éveil africain. Et c'est justement pour ça qu'il faut qu'on soit subtil et intelligent. On peut dire les faits sans forcément rentrer dans des supputations qui malheureusement... Pourquoi la CEDEAO l'intéresse trop? Qui ça? Macron. Finissez votre intervention. Pourquoi ça l'intéresse? Finissez votre intervention. Il n'a pas un pays. La France n'est pas un pays. Mais parlons vrai. Encore qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein. On sait qu'il n'y a pas eu la majorité. Si quelqu'un commence à apprécier les chemises de ta femme, les coiffures de ta femme, les boucles de ta femme, les chaussures, il commence à tout apprécier. Mais qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Tu sors la machette. Tu limes la machette. Attention. Non, c'est clair, voilà le danger devant moi. Merci. Qu'à chaque fois qu'il voit ta femme, vraiment, elle est belle, sa coiffure là, vraiment, son vêtement là, vraiment, ceci, ses chaussures. Mais pourquoi Macron s'intéresse tant à la CEDEAO? Voilà. Pourquoi Macron s'intéresse tant au Mali? Pourquoi cet intérêt à l'Afrique? D'accord. On a compris. Et donc nous devons savoir que nous sommes en danger avec ce monsieur. La théorie du danger. La théorie du danger. Donc nous devons nous apprêter fermement. Et ça, son invitation forcée au Cameroun, nous l'attendons de pied ferme. Voilà notre sujet. Hein. Ce sera pour une autre fois. Merci Christophe. Nous le savons. Oui, qu'ils le sachent déjà. Les panafricains l'attendent de pied ferme. D'ailleurs, cette information, je vous dis une chose. Il a fait la même chose au Mali. Hein. Il a forcé... C'est lui qui a traité Assimi Goïta de putschiste. Qui a demandé l'audience à Assimi Goïta, qui devait se rendre au Mali. C'était Macron, non? Après savoir entretenu des échanges avec Calibro, Colibra, après c'est Wilfried, Kanga, tout ça. N'est-ce pas? Le voilà qui vient. Il dit, je vais appeler, je vais mettre la pression
Il faut arrêter de citer ces noms-là. Donc voilà des gens, ils sont il pas faut au niveau de ces plateaux. il faut qu'on soit sérieux. D'accord. Monsieur Macron n'est pas un homme sérieux. Christelle Bon. Fonga, Vous ne voulez pas qu'on dise, il n'est pas sérieux. Fonga. Allez, merci, merci. On a compris. On va sortir peu à peu de cette émission. On parlait justement de la CEDEAO. Un fait récent qui remet justement ou qui renforce l'opinion, la bonne qu'on a pour le Mali, c'est cette montée en puissance dans sa diplomatie et dans la reconquête de sa souveraineté. Elle a mis 72 heures elle a déclaré de persona non grata, le porte-parole de la MINUSMA. Hier, il avait 72 heures pour quitter le territoire. Il a accusé d'avoir d'avoir été l'auteur des propos condescendants contre l'État malien dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Cette position du Mali, justement, et on va rester dans cette logique, position du Mali qui reste, et il le précise à chaque sortie, nous sommes disposés à travailler de concert avec les voisins, avec la communauté internationale et régionale. Est-ce que justement ce n'est pas émulateur de ce sentiment de révolte qui devrait influencer justement le club des 15, même s'il est vrai aujourd'hui que ce n'est pas encore le cas? Est-ce qu'au moins cette sortie d'Emmanuel Macron ne trahit pas une sorte d'inquiétude vis-à-vis d'un réveil panafricain des pays de la CEDEAO? Exactement, Monsieur Rim. Le président français est inquiet. Il est inquiet de ce que l'arrivée des patriotes à la tête des États africains, des panafricanistes à la dimension de Assimi Goïta, ne peuvent que donner des insomnies à Paris. Et quand vous voyez véritablement le Mali a révolutionné le champ diplomatique international. J'ai tantôt parlé de ce logiciel du système FOCA qui est périmé. Et la France devrait se remettre à l'école de l'actualisation de la nouvelle dynamique diplomatique. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, nous étions habitués au terme rapatriement. Le rapatriement était à sens unique, non? On partait de l'Europe pour nous rapatrier en Afrique. Souvenez-vous de l'interpellation, le rappel des ambassadeurs, c'était à sens unique. Mais le Mali, ou du moins la nouvelle dynamique panafricaine, panafricaniste, incarné par le colonel très patriote Assimi Goïta, est en train de rappeler à l'Afrique ce que j'ai dit dans mes propos d'introduction. Les Africains sont des êtres humains accomplis. Ils peuvent prendre des décisions souveraines. Et quand on peut rappeler, qu'on peut interpeller un diplomate à la dimension de Olivier Salgado, pour lui rappeler, mais attention, quand on parle d'une affaire comme celle des 49 soldats ivoiriens, comme je l'ai tantôt dit hier, la MINUSMA n'est pas une instance au-dessus de l'État malien. Ça veut dire que l'ONU même, lorsque les casques bleus se trouveraient à Bamako, cela ne voudrait pas dire que les casques bleus ont une ascendance sur l'armée malienne. Ce n'est qu'une affaire de collaboration, ce n'est qu'une affaire d'accompagnement. Et lorsque les règles de l'art diplomatique sont violées, alors le gouvernement malien, en rappelant à l'ordre ces diplomates, c'est une façon de dire que le combat panafricain porte ses fruits. Ce n'est pas une vaine lutte, ce n'est pas ce qu'on appelle le sentiment anti-français, ce n'est pas des aboiements, non, c'est la revendication d'une dignité. Et je salue ce que le gouvernement malien a fait hier, comme ce qu'il a fait avant-hier, un peu plus dans le passé, lorsque on peut empêcher, vous me permettez, hein, c'est pas sans publicité, on peut trouver des subterfuges pour censurer les émissions de DBS. Lorsqu'on peut empêcher, encore faut-il savoir s'il y a une structure radiophonique qui peut émettre en France à longueur de journée. Mais lorsque le Mali rappelle aux Français ce que j'ai dit, ce qui vaut pour Paris, vaut pour Bamako. Et nous sommes dans une dynamique où la diplomatie internationale devrait être appliquée sur le terrain conformément à ce qui s'enseigne dans les amphis. On ne peut pas dire qu'un État est souverain. On ne peut pas dire qu'un État devrait pouvoir prendre des décisions souveraines face aux questions de souveraineté et empêcher à ces États de le faire. Vous ne pouvez donc pas être un représentant futile de l'ONU, vous ne pouvez pas être un représentant futile de la MINUSMA et prendre des décisions au-dessus de l'instance souveraine de l'État malien qui est incarné par le pouvoir de transition. Et lorsque le pouvoir de transition interpelle ces diplomates, leur donne 72 heures
pour quitter le pays. Non, ce n'est pas une barbarie. Ça, c'est même plutôt de la civilité. Ça, c'est la maîtrise de la raison. C'est le fait de rappeler que Paris ne laisse pas des bêtises se produire dans son Parlement. Paris ne laisse pas des bêtises se produire dans son gouvernement. Paris ne laisse pas des bêtises se produire dans son espace territorial. Conséquemment, le Mali ne devrait pas accepter la même bêtise. Exactement. Bravo donc à ce gouvernement malien qui, au-delà de la lutte pour sa survie, est devenu un cas d'école pour l'Afrique. Et comme vous l'avez tantôt dit, il faudrait simplement que le club des 15 commence progressivement à comprendre qu'il est beaucoup plus mieux de suivre les leçons venant de l'école de Bamako que de Paris. La preuve, comme vous l'avez tantôt dit, le retour-pédalage peut être aussi ce phénomène de maturation de la conscience politique africaine, comme je l'ai tantôt dit. Qui pouvait imaginer que M. Aïdema allait soutenir, par exemple, qui pouvait imaginer que la Guinée-Conakry allait soutenir, dont la chapelle de Christophe Fanga, malheureusement, les Africains vont finir par se tenir main dans la main, voilà. Et le destin du monde se joue en Afrique. Vous me permettez de sortir en disant, c'est moi, même si ce n'a pas trop au sujet, je parcourais un peu et j'ai vu quelque part là mon père, le père Laurent Gbagbo, qui a dit, il faudrait qu'on aille chercher Vladimir Poutine au Kremlin, qu'on était venu le chercher au palais d'Abidjan. Il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus à Paris. Il faut que les autorités maliennes fassent beaucoup attention à ces ONG et ces sociétés civiles qui reçoivent des aides occidentales. Ils utilisent ces ONG et sociétés civiles pour monter la population contre les autorités. C'est signé Renaud Okpounou, c'est sur notre page digitale d'IBS TV. Il est 8h20 à Accra, 9h20 à Abuja, siège des institutions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Accra, où s'est tenue le 4 juin dernier la première session extraordinaire d'un sommet qui mettait justement sur la table des discussions les régimes nouvellement institués au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Il n'y a pas eu de consensus à cette session extraordinaire. Il a fallu attendre un mois, le 3 juillet, justement pour qu'on finisse par lever les sanctions contre le Mali et prendre d'autres décisions en rapport avec les deux autres pays. Justement, le décalage de cette... En fait, les deux dates nous interpellent aujourd'hui. S'il n'y a pas eu consensus à la première réunion, est-ce que justement on n'est pas en droit de penser, même si c'est toute proportion gardée, que la balance n'était plus aussi unanime qu'elle avait été le 12 janvier lors de la prise des sanctions, et que peut-être il y a eu, comme qui dirait, une sorte de réveil panafricain justement en faveur du Mali, considéré à ce moment-là comme un pays frère africain. Commençons d'abord par la dernière partie pour aller revenir à la première partie de la question. La deuxième partie de la question nous permet donc de prendre en compte la réaction des autorités de la transition malienne à l'aube de la levée des sanctions de la CEDEAO qui pesait contre ces gouvernements. En réalité, il est question ici de savoir que les sanctions portées contre le Mali étaient, c'est la junte, comme ils les appellent, qui était visée. Ce n'est pas le Mali en tant que pays, territoire, en tant que peuple, même si ça affectait le peuple bien sûr, directement. C'était des sanctions visant à fragiliser les gouvernements de la transition et à limiter les réactions sur les territoires. Mais regardons donc la réaction du président Assimi Goïta le 10 juillet dernier, lorsqu'il s'est adressé à la nation. Il a salué la levée des sanctions comme étant une bonne initiative, comme étant une bonne chose. Il a remercié ses pairs de la CEDEAO qui finalement ont compris que pour l'intérêt de peuple, exactement, voyez-vous, de la zone représentée par cette institution et surtout pour les pays qui sont des membres, les pays membres de cette institution, c'était une bonne chose. Et je pense que le président Assimi Goïta a déclaré clairement qu'il était très content et satisfait et qu'il avait donné des gages, lesquels seront respectés mot à mot pour amener le Mali à une régularité institutionnelle. L'établissement d'un calendrier qui fixe d'un calendrier mis à l'unité. Voilà pourquoi et la loi électorale. Voilà, la loi électorale. On revient donc maintenant à la première partie de votre question. Le décalage, au fait, est dû simplement à l'attente
d'un accord. Souvenez-vous qu'il y a eu beaucoup de missions de la CEDEAO au Mali. Il y a eu Goodluck Jonathan qui a Bien fait sûr. beaucoup de tournées au Mali pour rencontrer les autorités maliennes. Et pour là, c'est un discuter clin d'œil à avec eux. Christelle Fanga qui disait que le Nigeria ne s'implique pas assez dans Ah, les questions de c'est la Goodluck CEDEAO. Jonathan qui est quand même l'interlocuteur de la CEDEAO avec le Mali, qui a été désigné d'ailleurs par la CEDEAO. Et donc, ils sont tombés d'accord pour un calendrier précis. Qui le représente à C'est l'État lui. du Nigeria. Très bien, c'est un Nigérien. Ils se sont mis d'accord pour une transition de 2 ans. Maxi. Et il y a eu 2 institutions, des organes de base qui ont été mis en place pour encadrer ces 2 ans-là, dont l'objectif serait premièrement d'implémenter les décisions qui ont été prises lors des assises pour la refondation du Mali. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Il fallait sécuriser les territoires, il fallait pacifier le pays, il fallait ramener la paix dans les territoires occupés par le djihadisme, il fallait jeter les bases, n'est-ce pas, poser les conditions viables pour aller vers des élections apaisées, qui seraient unanimement acceptées, dont l'issue serait unanimement acceptée. Ça, c'est d'un. Mais de 2, vous l'avez très bien dit, Assimi Goïta a montré à ses homologues que on ne pouvait pas aller aux élections lorsque 2 tiers du territoire est occupé par les djihadistes. Nous ne pouvons pas aller vite aux élections dès lors que l'État malien n'a même pas les contrôles sur l'ensemble du territoire et n'a même pas les moyens d'organiser ces élections. Donc, quelque part, ces arguments favorables, c'est-à-dire la révision même, parce que souvenez-vous qu'au début, la discussion portait sur les délais et le gouvernement malien voulait s'octroyer 5 années C'est ça. de transition. Donc, il y a eu des accords qui ont été signés. Puisque l'État malien est revenu en rabais par rapport à la durée de la transition, il a fait des concessions énormes. Le gouvernement malien a fait des concessions énormes à la CEDEAO. Il fallait en retour que la CEDEAO réponde favorablement. Et en levant les sanctions, ça a permis donc à l'État malien d'échanger. En échangeant, l'État malien a, n'est-ce pas, des devises qu'il faut. Savez-vous qu'ils ont aussi levé l'embargo qui pesait sur puisqu'il y a des fonds qui ont été gelés. Les fonds de l'État malien Bien sûr. qui étaient gelés À l'extérieur. qui ont été dégelés pour permettre à l'État malien d'avoir les moyens de sa politique et d'exercer. Donc, le délai dont tu fais allusion était dû au fait qu'il avait fallu réajuster le calendrier de la transition en fonction des exigences de la CEDEAO pour lever les sanctions. Et les 2 parties ont fait des concessions énormes. D'abord, l'État malien, qui a montré à Mondovision sa volonté de ne pas confisquer les pouvoirs, comme on le dit. Ils n'ont pas la volonté de confisquer les pouvoirs. Ils n'ont même pas confisqué les pouvoirs. Ils sont une émanation d'une volonté populaire visant à voir le Mali redevenir maître de son destin. Ça, il faut le souligner. Et donc, puisqu'ils sont allés dans cette dynamique-là, je pense que la CEDEAO, en âme et conscience, ne pouvait que constater la bonne volonté de cette élite et lui concéder la mouvance, la réintégration au sein de ces instances de décision. Il en allait aussi de sa crédibilité, on l'a dit. Oui, il en allait de sa crédibilité, mais je pense qu'ils ont quand même réussi leur mission parce que la junte a beaucoup fait des concessions, puisqu'on ne le dit pas. Oui, bien sûr, bien sûr. La junte a fait des concessions énormes. Donc, quelque part, diplomatiquement, militaire CEDEAO, au Mali. le pouvoir militaire. On préfère ça. Oui, parfois, il faut emprunter même les termes de l'ennemi Non, on préfère pour lui ça. jeter les ridicules sur le visage. Pas faux, c'est pas faux. ça. Voilà. Donc maintenant, voilà le président qui a été élu avec 23%, le président Macron en France. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le président des Français? Moi, je l'appelle le président de 23% des Français. Par exemple. Non, il faut être clair. Et en plus, il n'a pas eu la majorité Il absolue est le au Parlement. président de Donc, 23% des Français. on le Donc sait. il n'est même pas le président des Français. C'est un président de fait. C'était un vote entre le pire et le plus pire. Le pire, c'était Macron. Le plus pire, c'était... comment elle s'appelle Marine Le Pen. Marine Le Pen. Et donc, la France, pour la première fois dans son histoire, a fait le vote le plus pire, qui est le monsieur Macron. Et un monsieur qui est un président pire, pour un peuple qu'il a désavoué, ne peut pas donner des dictatures, ne peut pas donner des ordres à un pouvoir qui est porté par la majorité de sa population, qui plus est soutenu par l'ensemble de la galaxie panafricaniste. Tous les Africains sont prêts. Vous savez, de la même manière que les Européens sont en train de partir en Ukraine pour porter la tenue et faire la guerre, mais je vous dis que les Africains sont prêts à aller renforcer le FAMA, les forces armées maliennes,
porter la tenue malienne pour défendre ses territoires. Je vous dis, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je vous dis que beaucoup d'Africains sont en train d'aller au Mali pour porter les tenues militaires maliennes et défendre l'État malien. Parce qu'une partie de l'histoire de l'Afrique se joue aussi au Mali, à Bamako justement, et on va sortir avec vous, Christelle Fanga, le Mali qui se veut aujourd'hui maître de la mesure, qui donne le ton et qui, dans les dernières sorties justement, encourage ceux qui ont peut-être encore cette crise de courage, le Mali et la CEDEAO. Partant, devrait-on se désespérer puisqu'on ne sait pas, puisque le Mali justement sort de loin avec cette domination exacerbée. Est-ce qu'on devrait se désespérer de la CEDEAO également? Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre les prémices d'une CEDEAO qui demain sera complètement libérée des chaînes qui l'entravent encore? La CEDEAO sera libérée. Et le chemin est déjà tracé. Parce que vous ne pouvez pas avoir une même CEDEAO, 4 situations et 4 mesures différentes. Et ça ne peut pas continuer à se faire. C'est la première fois qu'on a vu où on a changé les règles du football. On joue le match. On a changé les règles du football en cours d'un match et où on a remplacé le ballon de cuir avec la tête humaine dans le pays de M. Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il fallait briguer absolument un 3e mandat. Même quand le peuple disait non. On a coupé la tête d'un jeune homme ivoirien et on a joué au football avec. Ça n'a ni aimé Macron, ça n'a ni aimé la France, ni l'Union européenne, ni personne. Ni aucun autre pays de la CEDEAO pour sanctionner la Côte d'Ivoire. Personne. On a vu la même chose en Guinée-Conakry, où on a pris le pouvoir par coup de force. On a observé la Guinée-Conakry, on a regardé. Et je vous rappelle que le coup d'État a été fait pourquoi? Parce que vous vous rappelez des derniers échanges entre le professeur Alpha Condé et Alassane Dramane Ouattara. Lors d'une conférence. Merci Béni Christ. Et Alpha Condé a dit, j'assume mes propos. Ça n'a pas duré, le coup d'État a eu lieu. Ouais. Les sanctions ne sont pas... Donc ça veut dire qu'il y avait la bénédiction de Paris dedans. Donc ça ne dérange personne. Donc on peut rester le comité de transition. Sassou au pouvoir, avec tous ces 4 enfants au Parlement, Macron n'ouvre pas sa sale gueule. S'il vous plaît, Dr Bénécris. On va rester poli. Allez, on sort de là. Est-ce que la CEDEAO a un avenir? On essaie d'expliquer les choses pour que le problème, c'est qu'on a... Le pire président des Français n'a pas ouvert la bouche. C'est vrai qu'on est en train de finir. On est en train de terminer. Lui, le bon défenseur de la démocratie, n'a pas ouvert sa bouche. C'était une très belle émission instructive. Il ne faut pas qu'on la ternisse à la fin. Mais c'est pour ça que je suis très calme. On chute par là. Vous avez dit qu'il faut aller avec la méthode. Maintenant, je vais avec la méthode, n'est-ce pas? Je ne mets plus les organes, comme on dit au Cameroun. Hein? Allez, je vais avec la méthode. Donc, je suis en train de parler de la CEDEAO en conclusion pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? On a vu la même situation au Burkina Faso, n'est-ce pas? Même coup de force, n'est-ce pas, par les militaires, n'est-ce pas? Sandaogo Damiba, le colonel. Sandaogo Damiba, il a été inquiété. Non, il n'a pas inquiété. Le Burkina Faso n'est pas inquiété. Il a absous le plus grand criminel de l'histoire du Burkina Faso. Plus comparé. Personne ne lui a fait des reproches. Dr Bénécris, c'est la prise de parole de... On ne va pas étirer l'émission. Macron l'a félicité. Macron l'a félicité. Macron lui a donné toute la bénédiction. La Côte d'Ivoire l'a apporté tout le soutien. Vous voyez que la Côte d'Ivoire est encore au centre de tout, non? Vous savez pourquoi. Donc, quand je prends tous ces exemples, c'est pour dire que la vraie souveraineté de la CEDEAO se fera quand il y aura les Assimi Goïta au pouvoir. Les Assimi Goïta. Ce n'est pas tous les militaires qui sont les Assimi Goïta. Parce que les gens nous font croire que non, parce que Damiba a fait le coup d'État, ce n'est pas un militaire. Comme il ne faut pas forcément que ce soit militaire pour qu'il ait l'esprit. Bien sûr, exactement. Donc, nous pensons aujourd'hui, et en rappelant que quand on traite Assimi Goïta de putiste ou bien de président sans mandat, n'est-ce pas, d'illégitime, De Gaulle a fait 14 ans, chef de l'État français.
Et il était militaire. Et il était militaire. Donc, il a gouverné la France pendant 14 ans sans élection. Sans élection. Donc, Assimi Goïta n'a que demandé, on a dit 5 ans. Et ce n'était pas que c'est lui qui doit rester pendant les 5 ans. Que le gouvernement de transition peut avoir 5 ans. La transition peut aller jusqu'à 5 ans. Ce n'est pas que aujourd'hui, on a taillé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Donc, pour dire que la vraie souveraineté commence avec nous, les peuples libres. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus influencés par le petit Macron qui force les audiences. Il a dit que Paul Biya n'était pas fréquentable, non? Le président Macron, mais il est venu, il vient. Hein? Il a dit que Paul Biya n'était pas fréquentable, non? Il a dit qu'Assimi Goïta n'était pas fréquentable, non? Mais il vient chercher quoi? Restez chez vous. Merci Christelle Fonga, merci Dr Bénicris. Nous demandons à Macron de ne pas mettre les pieds en Afrique. À monsieur Macron, président en exercice. Nous appelons maintenant tous les vrais, ceux qui disent qu'ils sont les sorciers, n'est-ce pas? La France, de se réunir maintenant et qui crache de l'avion de Macron. C'est tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment puissant. Ne jetons pas du sable dans cette belle soupe servie aux Africains ce matin. Merci pour vos analyses qui ont certainement permis d'éclairer la lanterne des Africains contre cette sortie. Alors, de la prudence, de la vigilance, le combat n'est pas terminé, la guerre reste active, même si aujourd'hui on voit quelques batailles gagnées, on garde le triomphe modeste. Merci encore d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie, Rim. Christelle Fonga, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau tous les jours où vous avez l'occasion d'être là. Omer Seda, merci prof d'avoir participé à cette émission. La patrouille avant, nous vaincrons. Seule la lutte libère. Merci à l'équipe de production qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Demain n'est pas sûr, mais DBS Matin est un rendez-vous. Alors à demain.